La même chose que dans la cuisine. Donc, on va retrouver notre mât de mesure, on va retrouver notre personne donc, qui va dégager de l'énergie. On n'a pas d'électroménager en tant que tel, à part l'aspirateur, la lumière, si on s'allume que le week-end, donc c'est assez ponctuel, on va dire. Ce qui est intéressant dans cette pièce-là, c'est ce qu'on a derrière vous, c'est la salle d'eau, donc on a une salle d'eau juste à côté, où on va puiser de l'eau. Et donc par exemple ici, vous avez un échangeur eau grise. Donc ça a été fait il y a 2-3 ans chez nous. Donc l'idée derrière, c'est que quand vous prenez une douche, vous allez avoir de l'eau mitigée, on va dire 42, 44 degrés. Et cette eau-là, chargée d'énergie, va à l'égout, en quelque sorte. Donc là, l'idée derrière, c'était pourquoi pas récupérer cette énergie perdue qui va à l'égout et de préchauffer, on va dire, l'eau froide qui va aller en amont du mitigeur. Donc on a eu des très bons rendements, etc. sur ce type de système. Donc après c'est parti là chez nous, donc nous on est plutôt précurseurs. Après c'est les R&D qui reprennent le sujet et qui développent plus parce qu'ils ont de l'expertise en termes de CS, de chauffe-eau, etc. Mais ça c'était un produit qui a été testé. C'est très élégant et moi j'ai vu des gens le bricoler à base de PVC comme ça et avoir des très bons résultats. Hein, oui. Donc, notamment dans la maison de Bruno Combi Bruno aussi. Combi fait ça, absolument. Voilà. C'est lui qui m'avait raconté ça, effectivement. Donc on est toujours à la recherche de comment on maximise et on perd le moins d'énergie dans le logement. Là juste au-dessus, donc ça on ne l'a pas vu dans la cuisine, donc ça c'est un split donc, issu d'une paqueraire qui fait aussi bien chaud et froid. Donc là en fait c'est ce qu'on appelle un multi-split, c'est-à-dire que vous avez un gros groupe extérieur et qui va être raccordé à un split cassette dans les 4 chambres en fait, de la maison. Donc on a des raccords frigo derrière, ça c'est l'inconvénient des packs, qu'on a du fluide frigorigène. Et ça va nous permettre de faire du froid et du chaud. Donc ça c'est un système de chauffage, de climatisation. Et juste derrière nous, on en parlait dans le cellier, la petite grille, ici, c'est une sortie, une bouche de gainable. Donc derrière ça en fait, on va le voir juste dans le couloir, mais vous avez des grosses gaines d'air qui vont remonter dans les combles, où on a l'unité intérieure du gainable qui va faire du chaud et du froid. Sur ce genre de modèle-là, l'entrée et la sortie d'air, ça se gère comment en fait parce que là, c'est pas gainé derrière, ça, c'est direct. Alors, en fait, là, quand vous l'allumez, ça va monter, et là, vous allez avoir les ailettes de sortie qui vont être ici. Donc, la sortie d'air se trouve ici, l'entrée d'air se trouve en haut. Et là, vous avez un ventilateur dans le caisson. Donc, on se retrouve avec un système convectif, je dirais, dans lequel on souffle vers le bas de l'air chaud si on veut chauffer. Inversement pour la clim, et vous avez le fluide frigo qui passe ici. Sa position est étonnante en termes de chauffage, en termes de clim, ça peut se comprendre. Mais... Alors, pourquoi l'air chaud montant, c'est toujours l'idée de le retrouver en hauteur. Oui. Alors je pense que c'est plus pour des raisons de conception et d'installation que pour des raisons de confort, à mon sens. Enfin, j'ai pas la réponse. Oui. Je pense que le compromis entre l'endroit chez vous, vous avez de la place pour mettre ça, et puis le truc qui viendrait en bas avec les tuyauteries associées, etc. On a fait le choix de les mettre à mi-hauteur finalement. Ouais, parce que comme il fait les deux, c'est pas très élégant, mais... Alors justement, j'allais venir sur ça, c'est que ce qui est reproché. Si on se compare entre, il fait chaud et froid, ça c'est une multi-split, et à côté vous avez Gainable qui fait chaud et froid. Par contre, la grosse différence c'est ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que là par contre c'est très présent dans la pièce, en termes de design, que là c'est invisible. Et nous on a une grosse attente de la part de nos clients, qu'on ne veut plus avoir l'espace occupé par un émetteur de chauffage. Donc c'est aussi vrai pour les... Ouais, c'est ça, l'esthétisme. C'est aussi vrai pour les radiateurs, on cherche généralement à réduire l'épaisseur des radiateurs, aller vers d'autres solutions. Les clients veulent plus... c'est des choses techniques, ils ne veulent pas avoir ça. Est-ce que, sur ces radiateurs, on y reviendra peut-être, mais moi, après avoir longtemps déplacé les radiateurs électriques parce qu'ils n'étaient jamais au bon endroit et ils se finissaient toujours sous une table ou derrière un rideau, enfin, ou sous une fenêtre, enfin, donc je l'ai réadapté.
réadopter le radiateur à roulette, bain d'huile, qui est rayonnant, qui chauffe là où vous en avez besoin au milieu de la pièce et qui, 8 mois de l'année ou 6 mois de l'année, peut aller se ranger dans un placard. Et qui est super efficace puisqu'il est, celui-là, il est complètement rayonnant, il n'est pas du tout grille-pain. Il est en plus capacitif au sens où effectivement on a un peu d'effet capacitif enfin d'un peu de stockage quand on l'éteint. Et une fois que j'ai réadopté ça, je l'ai mis partout parce que c'est d'une efficacité remarquable et d'un emmerdement minime. Donc, et ça vaut. Alors c'est les Chinois qui fabriquent ça, mais ça vaut 50 € le truc de 2 kW ou d'1,5 kW. Alors en fait, le câble qui se balade quand même. Voilà, oui, mais par rapport au truc où le truc est jamais au bon endroit, le câble il a pas besoin d'être très long. Hein, puis alors je sais que sur tout ce qui est marché français, on est quand même beaucoup sur le radiateur mural fixe mur. Ça se fait, les radiateurs mobiles, en quelque sorte, dans les pays plutôt Ukraine, ce genre de choses. Enfin, les réticences, le radiateur mobile, c'est considéré un peu comme bas de gamme dans la vision du client. Et c'est pour ça que nous, on a du mal à y aller, mais on le fait aussi pour d'autres pays. Après, c'est un autre marché, c'est des écratantes. Mais je sais qu'en France, on a encore du mal à rester parce qu'il y a cette notion donc, aussi de câbles qui traînent, etc. Et aussi, je pense qu'il y a une grosse contrainte, alors une contrainte, un avantage, c'est que vous chauffez 4 mois dans l'année, 3 mois dans l'année, et après, vous le rangez et vous gagnez de la place dans l'habitation, vous n'avez plus de radiateur. Mais ça, c'est vous avez perdu de la place dans le placard, par contre. Oui, voilà, si vous en avez 3 dans 3 pièces différentes, oui, mais la place... C'est une histoire de compromis. Parce qu'autrefois, il y avait une règle qui imposait que ça soit un branchement fixe dès qu'on atteignait une certaine puissance. Oui. Et donc là, effectivement, c'était emmerdant parce qu'il fallait couper le jus pour démonter le truc, c'était pas une prise. Mais... Alors sur le mobile, en fait, c'est parce qu'on considère que le mobile c'est de l'appoint. On peut se permettre de faire sur une fiche au mur et de le brancher directement. Sur le fixe, c'est toujours le cas, en fait. On est relié via Domino, via Vago, parce que c'est du permanent et justement cet effet de puissance sur le long terme peut faire naître des échauffements. Alors que votre bouilloire électrique sur la pèse de la cuisine fait 2 kW aussi. Bon, ça... Juste pour revenir sur la clim, au niveau gaz à effet de serre, je suppose que c'est bien récupéré, les flux réfrigérants, etc., le recyclage, c'est pas un critère écologique différentiel, quoi. Alors pour nous, au niveau du laboratoire Dans l'absolu, la profession recycle bien les gaz, il n'y a pas de perte, il n'y a pas de fuite, il n'y a pas un choix à faire entre une solution ou une autre. Il n'y a pas d'écho là-dessus. Pour être honnête, j'ai pas d'avis sur la question. Nous, là, on a fait changement d'unité extérieure il y a 2 semaines. On a fait intervenir une entreprise qui vient régulièrement. Nous, ça a été très contrôlé. Elle a un certificat après pour dire, parce qu'en fait, ils vont venir pomper et mesurer le poids pour dire on a extrait tant de gaz, etc. Donc, c'est bien maîtrisé. Donc, moi, de mon simple expérience, c'est merveilleux. Alors on va passer, je vais juste regarder là parce qu'après on a 3 minutes devant nous, donc on va essayer d'être rapide. Donc là on est dans le salon séjour, donc on a 2 grandes baies vitrées ici. Ça a son importance, on est exposé plein sud, donc on va avoir beaucoup d'apports solaires. Donc typiquement c'est une pièce qui est ouverte, mais on va surconsommer là-bas et moins ici. Uniquement par l'orientation de la maison. On va retrouver les 4, donc là on a la famille au complet, parents, maman et les 2 enfants, qui vont manger et après qui vont regarder la télé sur le canapé. Donc juste derrière vous. À droite, dans le placard, donc là c'est notre fameuse, je parlais d'émissions de CO2, donc là on a une bonbonne de CO2, ça part vite en plus, donc on les change régulièrement, voilà, et on gère ça via des guillemets de CO2 qui sont ici. Donc là en fait, via l'automate, on va dire quelle consigne en grammeur on va envoyer en CO2 et on va le mesurer sur le même mesure. Et cette préoccupation CO2 qui, elle, est indépendante de
la climatisation de la maison, mais c'est une préoccupation de santé publique, si je puis dire, ou de santé familiale, c'est-à-dire que dans une maison super bien étanche, on arrive à des taux de CO2 qui sont ennuyeux parce qu'avant de s'intoxiquer avec du CO2, il faut y aller quand même. Enfin, ouais. Alors les effets néfastes du CO2, c'est plutôt sur le... Vous allez avoir mal de crâne, on a tous ces sensations... C'est l'anoxie en fait. oui, c'est le manque d'oxygène en pratique. Oui, Ouais, en fait, ça va nous prendre le crâne, on va être vite fatigué, essoufflé, ce genre de choses. Ça va pas nous tuer, c'est pas du monoxyde, etc. Alors pourquoi on le regarde? Parce qu'en fait, c'est un bon traceur de la présence humaine, le CO2. D'accord. On s'intéresse aussi au CO2, au CO, donc à toutes sortes de gaz. Par contre, c'est encore assez compliqué de voir le vrai là-dedans. Enfin, qu'est-ce qu'on mesure quand on mesure du CO2? Parce qu'en fait, un CO2, c'est une famille. Il y a plein de composés, d'autres toxiques, d'autres moins, etc. Avec quoi on mesure, c'est encore compliqué à gérer. Mais on a cette volonté-là, en fait, on n'est pas figé sur le CO2, on veut aussi aller plus loin. Mais pour le moment, on se pose beaucoup de questions sur qu'est-ce qu'on pourrait intégrer. On pourrait très bien imaginer avoir une deuxième bonbonne de CO2. Je ne crois pas trop, mais par exemple, on pensait aussi mettre pour le... comment on appelle ça? Enfin, dans les toilettes, la bombe. Ouais. Donc ça dégage du CO2, par exemple. Donc il y a plein de choses comme ça. C'est un peu dans les tuyaux, mais c'est encore jeune. Vous voyez, j'en ai pas parlé, mais on a un poêle à granulés. Donc on peut aussi faire du granule, du bois, tester ça. Ça c'est particulièrement intéressant pour nous, c'est-à-dire que généralement les gens qui ont un poêle à granulés, ils ont du chauffage électrique en association. Le poêle marche très fort et ça peut perturber potentiellement la régulation des radiateurs. Donc là, c'était un essai aussi qu'on a fait, c'est comment associer les deux et pour que les deux régulent de façon optimale. Je vais vous presser, je suis vraiment désolé, on va monter en haut.